Il s'est passé des choses pendant le confinement et après le confinement. Est-il vrai qu'on constate beaucoup plus d'abandon après, au fond, des acquisitions, des adoptions, des achats un peu compulsifs d'animaux de compagnie pendant le confinement? Alors c'est une vraie question, mais elle n'est pas forcément liée au confinement. On a eu peur au début du confinement d'avoir des abandons en masse parce que des informations circulaient selon lesquelles les animaux pouvaient transporter le virus. Finalement, on a beaucoup communiqué, on a beaucoup rassuré les gens, ça ne s'est pas fait. Nous avons eu la difficulté que nos refuges soient fermés. Et vous savez, nous sommes en fait l'intermédiaire entre l'adoptant et la fourrière qui va capturer les animaux. Plus personne pour adopter les animaux, nos refuges se sont remplis et le ministre de l'Intérieur de l'époque nous a autorisé à reprendre ces adoptions avec un processus sanitaire extrêmement strict, mais on est arrivé à le faire. En revanche, nous avons, à la fin du confinement, enregistré une nette augmentation de ce que l'on appelle les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, les rongeurs, les lapins et ce genre d'animaux, ce qui nous amène, je dirais, à conforter notre conviction selon laquelle il faut absolument interdire la vente des animaux dans les animaleries, et encore plus sur Internet, mais dans les animaleries, pour ce qui a été la période du confinement, où on a eu effectivement des achats, parce que c'est un achat, et qui peut être compulsif sans qu'il y ait aucune limite à cette compulsivité. Merci beaucoup. Donc c'est pas très net, on peut pas parler d'abandon massif à l'issue du confinement. Vous êtes sur votre ligne, la SPA est contre évidemment la vente des animaux. Mais pour lutter contre ces abandons, Loïc de Breval, qu'est-ce que vous proposez concrètement avec ce texte ? Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est un aspect éducatif, pédagogique, avec un certificat de connaissance, que fait d'ailleurs très bien aujourd'hui la SPA quand elle propose des animaux à l'adoption, s'assurer que le futur adoptant va à un niveau de connaissance minimal sur ce qu'est un animal avec lequel il a partagé sa vie pendant 10, 15 ou 20 ans. Certificat de connaissance, qui le fait passer Comment ça se passe concrètement? On vous pose des questions, c'est un questionnaire à remplir? Oui, ce sera le décret qui en décidera, mais moi je propose que ce soit quelque chose d'assez simple, avec des connaissances, un bloc de connaissances simples, concrets, très pratiques, qui va permettre en connaissance de cause véritablement aux propriétaires d'acquérir l'animal. Il faudra combien de fois par jour devez-vous sortir un chien, par exemple? Par exemple, combien ça coûte d'avoir un chien qui pèse 60 kilos? Est-ce qu'un chien de traîneau, c'est bien dans un appartement à Paris? Des questions qui ont l'air toutes bêtes. Et si vous ne savez pas, si vous avez des erreurs? L'erreur permettra d'engager un échange, un dialogue avec celui qui est le cédant, celui qui cède l'animal, et de parfois modifier sa décision. Ce qui est un élément extrêmement important. On sait que l'inadéquation entre l'animal et le propriétaire est une source d'abandon. Et puis il y a également un volet qui est un volet pénal, où il faut absolument qu'on renforce les peines pour les actes de maltraitance vis-à-vis des animaux. Aujourd'hui, un acte de maltraitance vis-à-vis d'un animal, c'est une contravention. C'est 750 €. Alors que quand on casse la voiture de son voisin parce qu'il vous a énervé, ça peut coûter jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc vous renforcez les sanctions. Donc voilà, je veux bien comprendre que l'animal n'est peut-être pas une personne, en tout cas c'est pas non plus un bien. Et donc cette chose intermédiaire et cette échelle des peines qu'il faut aussi revoir. Vous proposez également, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, un fichier. Un fichier qui va permettre au fond de retrouver des personnes, c'est ça, en cas d'abandon? Les juges prononcent parfois des peines complémentaires d'interdiction de détenir, parce que l'individu en question, en général c'est un homme, il a été particulièrement cruel. Interdiction de détenir. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucun fichier pour savoir qui sont ces interdits de détenir. Donc cet interdit de détenir qui s'est pris une peine d'interdiction, il va le lendemain chez Jacques-Charles Fonbonne à la SPA, et Jacques-Charles Fonbonne, qui ne le sait pas, lui permet d'adopter un animal. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, abandonné un chat, un chien, que ce dernier était tatoué, identifiable, pucé, qu'il est retrouvé, alors cette personne ne pourra plus jamais adopter un animal? Ça n'est pas un acte de maltraitance. Enfin, ça n'est pas pour bien comprendre, hein, c'est très concret. Pour ce motif-là, si vous voulez, un juge ne prononcera jamais une interdiction de détenir. Je parle d'actes de cruauté, de sévices graves, où là on a vraiment affaire à un aspect pathologique d'une personne qui ne peut plus détenir. Ce sont des pas en avant réels? Oui, ce sont des vrais pas en avant. Sur l'identification, il y a déjà un fichier. C'est-à-dire que les animaux sont pucés. Maintenant, l'identification est obligatoire. Avec un détecteur qui ressemble à un détecteur de métaux, on va retrouver le propriétaire de l'animal, qui souvent sera un animal qui s'est égaré, qui s'est sauvé, qui s'est perdu. L'avancée qui est
qui est extrêmement important de ce projet de loi, c'est un fichier, on va dire en quelque sorte, des délinquants animaliers, c'est-à-dire des gens qui auront été condamnés, ça n'est pas une mesure administrative, ça ne peut être qu'une mesure judiciaire, des gens qui auront été condamnés parce qu'ils ont effectivement commis des actes de cruauté, des actes de maltraitance. Vous n'avez pas été capable de vous occuper de votre chien ou de votre chat, évidemment, vous n'avez plus le droit d'en prendre un. Il faut à ce moment-là que toutes les associations qui donnent des animaux soient destinataires. C'est vous qui allez exercer cette oui, bien sûr, sanction, c'est qu'au moment contrainte. de signer le contrat d'adoption, il faut qu'on soit en mesure, évidemment sous toutes les questions, toutes les conditions que la CNIL voudra nous imposer, qui sont normales en termes en termes de liberté publique, que l'on puisse dire à cette personne, écoutez, vous avez été condamné il y a quelques années par le tribunal correctionnel pour une infraction qui rentre dans le champ d'application de l'interdiction, on ne vous donne pas d'animal. Un mot sur la question de la vente. Ce texte ne l'interdit pas, mais en même temps, il y a une charte avec le site Le Bon Coin que vous signez. J'ai donné une position très claire sur cette question au ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Je suis opposé à la vente d'animaux sur Internet, et en particulier sur les sites généralistes, parce que la SPA a un site Internet sur lequel il présente des animaux à l'adoption. Très bien. Par contre, entre un frigidaire et une table basse, avoir un animal de compagnie ou domestique, ça me paraît être complètement incongru. Et ça participe à chosifier l'animal, à en faire un bien matériel. Et donc j'y suis opposé. J'y suis également opposé dans les animaleries. Je pense que sur ces deux sujets, en tout cas sur le premier qui concerne Internet, un travail est en cours. J'ai déposé un amendement en commission. Cet amendement, je l'ai retiré. Pour interdire ou pour inciter ? Pour interdire la vente sur Internet. J'ai retiré cet amendement parce qu'il y a un travail en cours et je pousse et j'espère déboucher sur quelque chose de concret d'ici la séance. C'est-à-dire, j'espère réussir à convaincre le gouvernement que l'Internet, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est plus compliqué, on le sent. Hein. On est parfaitement en ligne avec Loïc Dombreval. Nous, c'est un de nos grands combats que le refus de la marchandisation de l'animal. On n'a pas compris la décision de M. Denormandie. On l'avait eu en Skype quelques jours avant, le ministre de l'Agriculture. C'est vraiment en plus donner une caution à ces sites. Alors ceux qui sont autorisés à vendre en contrepartie de garanties qui sont absolument irréalistes. On trouve, moi j'ai fini ma carrière professionnelle comme général de gendarmerie, quand on avait des raids de cambriolage de grande intensité avec des gangs organisés, on savait qu'on retrouvait sur le Bon Coin, qui évidemment n'en connaissait pas la provenance, tous les objets qui étaient volés. Comment peut-on imaginer que sur le Bon Coin ou sur un autre site, on puisse déterminer l'origine des animaux, c'est-à-dire des animaux qui ne viendraient pas d'élevage régulier, parce que c'est quoi Internet ? C'est pas le petit chat ou le petit chien qu'on a sur une portée qu'on n'est pas arrivé à placer au voisin. C'est dans des box de garage, dans des sous-sols, des élevages clandestins qui sont organisés, soit pour des chiens de combat qu'on n'arrive finalement pas à faire combattre, soit simplement parce qu'on a 3 ou 4 chiennes allaitantes qu'on va faire reproduire à toute vitesse dans aucune condition de sanitaire, et ben ça va vous rapporter à 1000 € le chien. Vous faites on entend bien le message. On verra dans l'hémicycle l'atterrissage, comme on dit en politique. Je rappelle que votre proposition de loi elle est débattue mardi prochain à l'Assemblée nationale. Il y a toute une série d'interdictions que j'aimerais aborder avec vous. Alors là, on n'est plus dans les animaux de compagnie. Interdiction d'acquisition et reproduction des cétacés en dolphinarium et animaux sauvages dans les cirques. Élevage de visons également. On pourra plus le faire d'ici 2 ans. Je parle sous votre contrôle. Et la détention d'animaux sauvages dans les cirques qui ne seront plus possibles d'ici 5 ans. Mais justement, on est allé à la rencontre d'un patron de cirque itinérant qui évidemment est à l'arrêt avec la crise sanitaire. Lui, il défend son activité professionnelle et il nous assure que ces animaux sauvages sont très bien traités. Reportage Nathalie Guilloire, regardez. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Non, ramasse tes pattes. Ramasse tes pattes, tout de suite les pattes. Hein? Qu'est-ce qu'il a, mon gros bébé? C'est Lyon, c'est comme ses enfants, il les a tous vus naître. Cela fait 20 ans que Solovic est directeur de ce cirque et réalise des spectacles avec ses fauves. Il y a Hector, il y a la tigresse rouge là-bas s'appelle Sanga. Dans les blanches là-bas, celle qui marche là, c'est Tcherkan, Natcha. Et aujourd'hui, pour tous ces fauves, ces journées détente dans leur parc. Pour ce directeur, assurer le bien-être de ces tigres et de ces lionnes, c'est une évidence. Les animaux qui naissent avec nous et ils font partie de notre famille. Hein. Donc la législation nous demande d'avoir un parc de détente de 60 mètres carrés. Et là, on est sur 140 mètres carrés. Donc on a doublé les normes pour que les animaux puissent avoir du bien-être.
Un bien-être relatif, souvent critiqué, l'image de ces fauves tournant en rond dans ces cages en fer dérange. Mais le directeur de ce cirque s'en défend. Leur environnement, pour eux, c'est ici. Ça, c'est chez eux, comme vous, chez vous, vous rentrez dans votre appartement. Pour elle, c'est une habitude. C'est comme si qu'elle naît dans la nature. Elle n'a pas connu autre chose que la captivité. Il faut savoir que l'espérance de vie en captivité est le double de la nature. Pourquoi? Parce qu'il a une alimentation saine, il boit de l'eau propre, il est soigné s'il est malade. Donc, c'est pas de la maltraitance. Avant la pandémie, ces animaux faisaient 3 spectacles par semaine et parcouraient une quinzaine de villes par an. Allez, venez. Venez là, venez. Alors pour ce directeur, un cirque sans animaux sauvages, ce n'est pas un cirque. Aujourd'hui, le cirque est né comme ça. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on voudrait aujourd'hui faire disparaître cette culture. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent au cirque, la première chose qu'ils nous demandent, est-ce que vous avez des animaux? Moi, ce que je pense, c'est que tant que le public est là, on sera là pour eux. Mais le gouvernement en a décidé autrement. Aujourd'hui, l'exécutif prévoit une aide globale de 8 millions d'euros pour la reconversion des salariés. Une aide jugée bien insuffisante pour ce directeur. Alors Loïc Dombreval, qu'est-ce que vous répondez à ce directeur de cirque? Qu'est-ce qu'il vous convainc au fond? Regardez, il les bichonne, hein, ces animaux sauvages, ces tigres. Oui, mais je comprends. Les professionnels ont été choqués, les circassiens en particulier, par l'intitulé de la proposition de loi, lutte contre la maltraitance. Ces circassiens et ces propriétaires de delphinariums sont convaincus, et probablement à juste titre, qu'ils ne maltraitent pas leurs animaux. Je suis même convaincu qu'ils les aiment profondément, mais vraiment. Simplement, pour moi, la question ne se pose pas comme ça. La question c'est, est-ce que le message qui est véhiculé par un animal sauvage en captivité est le message qu'on veut véhiculer aujourd'hui au regard de notre relation à la nature et de nos pertes de biodiversité? Est-ce que un fauve, même dans une cage de 140 mètres carrés, c'est un fauve qui vit dans des conditions qui sont des conditions qui l'épanouissent et qui correspondent à ses impératifs biologiques? Non. Voilà. Et donc la question, effectivement, c'est le fait que je suis convaincu qu'il les aime, mais je suis convaincu que la façon avec laquelle il les traite ne peut pas satisfaire ses besoins physiologiques et que donc il faut avancer là-dessus. Par ailleurs, j'observe que de nombreux pays européens vont dans ce sens-là. J'observe que les sondages indiquent de façon très récurrente et même croissante que les gens sont aujourd'hui gênés par rapport à ces cirques. Donc on est même un peu en retard, hein, c'est ce que vous nous dites. Et je leur dis aussi systématiquement à ces circassiens que moi j'adore les jongleurs, les trapézistes, les équilibristes, les clowns. On peut continuer le cirque sans les fauves. Et que le cirque et ces traditions-là sont absolument extraordinaires et à préserver. Rapidement, vous êtes en ligne là-dessus, j'imagine. Ah ben, je vais ajouter une chose, il y a une expression populaire qui dit comme un lion en cage. Point. Alors je voulais vous montrer une image parce qu'il y a quand même, et c'était un peu le titre de ce débat, la France peut mieux faire, il y a quand même un certain nombre d'angles morts dans cette proposition de loi. Regardez cette image, je suis sûre que vous l'avez déjà vue. La chasse à courre, c'est ça. La chasse à courre, c'est un cerf qui se retrouve en pleine ville, regardez, sur des rails de chemin de fer, dans une gare. On est à Chantilly. Ces images, elles ont fait le tour des réseaux sociaux. C'était il y a quelques semaines à peine. Ça n'est pas dans le texte, Loïc Dombreval. Mais pourquoi diable ne passez-vous pas à l'acte? Interdire la chasse à courre? Alors, pour ce qui me concerne, j'ai eu des positions parfaitement claires sur toutes ces questions qui concernent les chasses dites traditionnelles et la chasse à courre. J'y suis complètement opposé, au sens parce que ces chasses, on le sait de façon objective. Mais alors qu'est-ce qui vous empêche? Vous comprenez que quand on nous écoute, un député qui est opposé à la chasse à courre ou à autre chose ne puisse pas, au fond, aller au bout de sa démarche en demandant sa suppression. Mais parce que, madame, il n'y a pas de majorité dans l'hémicycle. Il n'y a pas de majorité. Et si vous ajoutez à un texte sur la condition animale déjà obtenu de haute lutte, pour être débattu dans l'hémicycle pendant 3 jours quand même, ce qui est assez historique. Si vous y rajoutez des éléments qui concernent l'élevage ou qui concernent la chasse, vous êtes absolument certain qu'au bout de 3 jours, on aura vu un article sur les 4. C'est ça le problème. Les chasseurs se font encore bien entendre, trop entendre à l'Assemblée nationale? Ils se font entendre, et moi j'ai rien contre la chasse à tir. Je veux dire, enfin, je la pratique pas, je la pratiquerai jamais. J'y suis pas du tout sensible, voire au contraire. Mais je respecte cette activité. Par contre, les chasses traditionnelles, comme la chasse à courre que vous avez évoquée, ou la chasse à la glu, ou le déterrage
l'élevage des blaireaux, qui est un truc absolument immonde, eh bien ça, je suis pour l'arrêter. Mais ce sont des sujets ça, la qui, glu, dès que vous les mettez dans l'hémicycle, si vous les mettez dans l'hémicycle, vous êtes sûr que ça n'avance pas. Regardez la proposition de loi du groupe EDS, feu groupe EDS, qui est rentré dans le mur en essayant de mettre de l'animal d'expérimentation avec de la chasse à courre, en mélangeant avec de l'élevage intensif. Oui. Avec Proposition tout ça. de loi de Cédric Villani qui a été remisée. Et à la fin, on n'a plus Donc il rien. faut être stratège sur ces questions-là. Ah ben, c'est pour ça que moi je pense que l'animal de compagnie, c'est la voie d'entrée absolument évidente pour traiter de ces questions. L'animal de compagnie. On pourrait dire aussi un mot sur les corridas. Bah oui, parce que c'est la prochaine étape. C'est vrai que votre interrogation est également légitime, mais je comprends tout à fait ce que dit Loïc. Absente du texte, évidemment. En termes de stratégie. Au-delà de tout, alors c'est vrai qu'on parle de maltraitance animale sur l'animal sauvage dans un cirque ou pour les delphinariums. On est en présence avec la corrida je dirais pour parler pénalement, d'une mise à mort précédée d'actes de barbarie. Et en plus, c'est un spectacle. C'est-à-dire que c'est quelque chose de payant. C'est une exception à l'application du code pénal qui considère comme un délit, c'est-à-dire que partout ailleurs, à part dans les 11 départements taurins, vous risquez pour le moment 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Moi, je vais à Béziers la semaine prochaine parce que la Société protectrice des animaux a assigné les villes taurines, les sociétés organisatrices et les matadors devant le tribunal correctionnel dans le cadre actuel de l'application de la loi. J'ai peu de chances que nous puissions gagner, que nous puissions prospérer, mais au moins on se fera entendre. Oui. Plus de 80% des Français, y compris dans les départements taurins, sont opposés à la corrida. Merci beaucoup, messieurs. Cette tradition séculaire, donc, a évidemment encore des avocats dans cet hémicycle. Merci beaucoup. Rendez-vous donc mardi prochain dans l'hémicycle sur les réseaux sociaux de LCP. On suivra ça dans le détail. C'est la fin de cette émission.